Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être là, nombreux, comme on dit d'habitude. Alors, on va vous faire une présentation qu'on a réfléchie en équipe. On est la fine équipe de l'hôpital Corentin-Selton, réunie à cette table. Docteur Emmanuel Leleu, docteur Mangin Douins, docteur Hugo Tiercelin et moi-même. On avait pensé cette session qui s'intitule donc Sex, Drug and Rock'n'Roll en réfléchissant un jour en staff à des situations un peu particulières qu'on a eues en EHPAD. Donc en tant qu'équipe, on travaille tous en équipe mobile. Et voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait monter le Simpo comme ça. Donc on commence sans tarder avec une présentation commune entre Véronique et moi-même. Donc Véronique est gériatre. Elle travaille à l'hôpital Corentin-Selton en équipe mobile gériatrique externe. C'est une équipe mobile qui sort de l'hôpital, qui va en EHPAD. Et donc moi, je travaille en équipe mobile psychiatrie sujet âgé. Et donc on est toutes les deux, nos équipes sont sur le même territoire d'intervention. C'est une chance, presque un luxe. Effectivement, et donc nous en psychiatrie, elle en gériatrie, et finalement au bout de quelques temps on s'est rendu compte que c'était bien mieux de travailler ensemble, quand bien même nous sommes sur le même hôpital dans deux bâtiments opposés qui se séparent par une très jolie chapelle. Donc on a traversé la chapelle et on a commencé à travailler ensemble, faire des staffs communs et voilà, et discuter des situations ensemble avec nos deux équipes. Et voilà, et donc on va vous présenter une situation clinique et une réflexion autour de la sexualité en EHPAD. Et vous aurez, exactement là où le monsieur est en train de s'asseoir à l'instant, des petits flyers sur un mémo qu'on va vous présenter, qu'on vous a distribué là, que vous pourrez faire passer et qu'on va vous présenter. Voilà, donc tu commences Véronique. Ouais. Donc bonjour, là c'est bon. Donc comme disait Cécile, on travaille toutes les deux en équipe mobile, elle dans l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, et donc moi sur celle de gériatrie. Et au fil du temps, on s'est mis à travailler ensemble, et ce qui nous permet parfois d'aller voir des patients ensemble en EHPAD quand on juge que la situation est nécessaire. Et c'est très enrichissant, je trouve, d'avoir cette double vision gériatre-psychiatre. C'est une chance qu'on a à l'hôpital. Donc, dans le cadre de l'équipe mobile, on est régulièrement appelé pour des problématiques qui sont en lien avec l'intimité et la sexualité des personnes âgées, qui mettent souvent en difficulté les équipes soignantes, c'est souvent pour ça qu'ils nous appellent, et puis qui soulèvent de nombreuses questions éthiques. Avec Cécile, on s'est formé pendant 2 ans à l'éthique clinique, au centre d'éthique clinique de la paix, et on a participé récemment à l'élaboration d'un mémo, qu'on va vous distribuer si vous le voulez, sur la vie affective et sexuelle en EHPAD et en USLD, qui est à destination des soignants en institution, pour les aider à réfléchir au cas par cas en équipe sur toutes ces situations. Et donc le but de ce topo, c'est un peu de vous présenter ce mémo, et puis avant, on va vous présenter quelques chiffres sur l'intimité et la sexualité des personnes âgées, et puis une situation clinique pour laquelle nous étions intervenus en EHPAD. Alors, on ne peut pas parler de la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées sans évoquer le 7e rapport des Petits Frères des Pauvres qui date de 2022. Vous pouvez le télécharger via le QR code là qu'on vous a mis si ça vous intéresse. 15 000 sujets âgés de 61 à 101 ans ont été interrogés et les résultats révèlent le décalage entre les représentations, les clichés que la société véhicule sur les personnes âgées et la réalité qu'elles vivent. Ce rapport, il a abouti à une campagne d'affichage sur la sexualité qui était dans les gares parisiennes notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu vous à Montpellier par exemple, qui était intitulée « Ne réduisons pas les aînés à nos clichés » et qui a été conçue autour des principaux enseignements de ce rapport. Et les affiches de cette campagne, elles présentent un préjugé sur la vie intime des aînés qui est déconstruit par un chiffre du rapport et puis par un visuel, une photo qui montre le contraire du préjugé. Donc là, vous en avez une qui vous met que contrairement aux idées reçues qui voudraient que passé un certain âge, la vie affective et sexuelle n'existe pas, en fait, une personne âgée sur 2 a des relations intimes et 91% déclarent en être très satisfaites. Donc, dans les autres enseignements, on retrouve par exemple que 91% des personnes âgées qui ont un partenaire ressentent du désir, 25% pensent qu'avoir des relations intimes c'est essentiel, 47% que c'est très important. Une autre affiche, celle-là, qui montre que l'amour n'a pas d'âge, puisque 94% des personnes âgées en couple déclarent être amoureuses de leur conjoint. Et
puis une petite dernière, celle-là, qui montre que 35% des personnes interrogées qui sont seules et qui ont des enfants, elles redoutent la réaction de ceux-ci si elles se mettaient à fréquenter une nouvelle personne. Bon, je ne vous les ai pas toutes faites, on va s'arrêter là. Mais si vous voulez le rapport, il est intéressant à lire. L'intimité et la sexualité en EHPAD, elles posent de nombreuses questions. En effet, l'EHPAD, c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins, ce qui fausse les repères pour les personnes qui y résident et puis aussi pour les personnes qui y travaillent. Au domicile, intimité et sexualité sont permis, alors qu'à l'hôpital, c'est interdit. Et en EHPAD, c'est très flou. D'ailleurs, on voit bien que la question de la sexualité dans le grand âge, elle n'a pas été pensée par toutes nos institutions. Le lieu de la sexualité n'a pas été pensé comme si ça n'existe pas. Donc il n'y a même pas de chambre double en EHPAD, pas de lit double, on peut rentrer pratiquement sans frapper. On peut se demander aussi pourquoi en EHPAD, la sexualité est devenue une question médicale, et à partir du moment où on nous demande à nous, médecins, de prendre des décisions sur toutes ces questions. Alors en équipe mobile, on est régulièrement sollicité, que ce soit pour des comportements sexuels inappropriés dans un contexte de troubles neurocognitifs majeurs, que ce soit pour des épisodes de masturbation en public, des attouchements, demandes itératives pas aux bonnes personnes. On peut être appelé aussi pour des problématiques d'agression sexuelle caractérisées, et puis pour des conduites jugées tabous qui posent des problèmes d'ordre éthique, et c'est un peu plus de ça qu'on va parler dans notre cas clinique. Et puis je voulais vous dire aussi que toute sexualité n'est pas un trouble du comportement parce qu'on est âgé et parce qu'on a des troubles neurocognitifs. Alors on va vous présenter la situation de Claudette et Michel, pour laquelle on avait été appelés par l'équipe de l'EHPAD. Alors Claudette a 82 ans. Je vois rien. Elle est rentrée dans l'EHPAD depuis un an. Non, ce que je vais faire, c'est que je me levais. C'est que je préfère. Voilà. Donc Claudette a 92 ans. L'équipe nous appelle. Elle est rentrée dans l'EHPAD depuis un an pour des troubles neurocognitifs majeurs. Elle a une MOCA à 13/30. Elle est veuve depuis 10 ans. Elle a 3 enfants et sa fille est mandataire et très présente. Vient la voir très souvent à l'EHPAD. Elle présente des symptômes psychocomportementaux à type d'hallucination visuelle avec des idées délirantes de persécution. C'est pas pour ça qu'on est appelé, mais on est appelé pour une conduite sexuelle particulière. Et puis si ça marche pas, je vais pas y arriver. Vas-y. Ouais. Elle n'a pas d'antécédent psychiatrique. Michel, lui, il a 68 ans. Michel, il est rentré très jeune dans l'EHPAD. Il est rentré il y a 6 mois, lui. Il présente des troubles cognitifs majeurs. Lui, il a une MOCA beaucoup plus altérée. Et initialement, il est là pour un séjour temporaire qui s'annonce en fait définitif. Michel est marié. Son épouse vit toujours dans leur domicile conjugal. Ils n'ont pas d'enfants et pareil, son épouse vient très souvent le voir. Et lui ne présente pas de symptômes psychocomportementaux et il n'a aussi aucun antécédent psychiatrique. Claudette et Michel ont eu un coup de foudre, selon l'équipe qui nous appelle. Ils sont inséparables. Ils passent toute la journée ensemble. Ils déjeunent à côté. Ils discutent ensemble. Ils se touchent le visage. Ils s'embrassent les mains. Ils s'embrassent tout court. Ils ont l'air très heureux ensemble. On ne sent aucune domination ni contrainte. En tout cas, c'est ce que nous rapporte l'équipe. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont tout de même 13 ans d'écart et que ça la semble très très intense. Et une autre partie de l'équipe nous dit un peu plus gênée. On les a retrouvés dans le même lit un matin. Ça commençait à gêner un peu l'équipe et c'est pour ça qu'ils vont nous appeler. Alors, dans le cadre de la réflexion éthique qu'on a menée avec eux, on a rencontré aussi les proches de Claudette et Michel. Donc, on a rencontré sa fille. Alors, elle est outrée. Elle craint que sa mère ne soit sous emprise. Elle nous dit « Ma mère est catholique pratiquante. Elle n'aurait jamais eu de relation avec un homme marié. Ce n'est pas elle, ce n'est pas son histoire. Qu'on ne me dise pas qu'elle est heureuse. Ce qui se passe ici, c'est de l'agression. Il lui touche les seins. Vous êtes défaillant, vous, à l'EHPAD. Moi, je veux bien qu'il discute, mais pas d'effusion corporelle, pas d'effusion physique. » Donc elle est très remontée. Et elle demande carrément à ce que monsieur quitte l'EHPAD. Ou bien elle menace d'enlever, elle, sa mère de l'EHPAD. Donc quelque chose de très agressif et de vécu d'une façon très violente par l'équipe. Elle accuse l'EHPAD de laxisme, voire pire, car elle menace la direction de porter plainte pour agression sexuelle. L'épouse de Michel, elle est aussi très douloureusement touchée. Elle vient le voir tous les jours. Lui, il la reconnaît plus. Il l'appelle Christine, qui est le prénom de sa sœur à lui. Et il lui dit « Bon, maintenant, je vais rejoindre mon amoureuse. Tu devrais la rencontrer. Elle est canon. » Avec elle, j'ai trouvé une nouvelle façon de m'exprimer.
Donc, elle vit très douloureusement cette relation et elle nous dit, lui qui n'a jamais été dans l'émotion, qui n'a jamais été très tactile, là je ne le reconnais plus. Il touche Claudette en permanence, ils sont très tactiles, très proches. Elle dit, j'ai l'impression d'avoir perdu mon lien d'épouse. Je sens que là, ça y est, je passe le relais. Il faut que je coupe la relation. C'est tellement violent et il ne me reconnaît pas. Et donc voilà, elle est dans le deuil blanc et comme en plus elle se pose la question d'un séjour temporaire, c'est déjà très compliqué pour elle d'avoir fait entrer son mari dans l'EHPAD. Et en même temps, elle nous dit à ce moment-là, mais bon, d'une certaine façon, heureusement que ça arrive pas chez nous, que ça arrive dans l'institution. Parce que c'est plus acceptable d'une certaine façon pour moi. Il est en train de disparaître, mais son enveloppe corporelle est encore là. Et cette relation le maintient en vie d'une certaine façon. Parce qu'elle était aussi quand même, le couple était déjà très très accroché, très abîmé par les troubles neurocognitifs de Michel. Et voilà. Et donc ce mouvement de séparation pour elle, finalement, heureusement que ça se vit à l'extérieur. Donc on a vraiment des proches qui ont des vécus très différents de la situation. La question qu'on nous pose, qu'on vient de chercher sur la consultation éthique, est faut-il laisser Claudette et Michel vivre cette relation ? C'est l'équipe qui va venir nous chercher pour cette question-là, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des proches. Et l'équipe va nous dire, on va rencontrer une partie de l'équipe, tout professionnel de l'équipe, qui va nous dire, une première partie va nous dire, ils sont très heureux, manifestement, c'est ça qui compte. Ils se cherchent quand on veut les séparer le soir, ils dorment pas dans la même chambre, donc le soir, on voit qu'ils se cherchent. Donc manifestement, quand ils sont séparés, ils sont malheureux, mais on n'a pas la notion d'une contrainte. Personne n'a l'impression que, ni Michel ni Michel ni Claudette ne semblent contraints. Et puis il y a une autre partie de l'équipe qui est partagée, qui dit on ne sait pas vraiment s'ils sont au courant de ce qu'ils font, puisqu'ils se reconnaissent pas vraiment l'un l'autre. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et du sentiment ? On nous dit aussi l'EHPAD n'est pas un lieu pour ça. Une partie de l'équipe va pouvoir nous dire ça. Et puis ils prennent des risques pour leur santé physique. Ils risquent de tomber du lit, de se casser de la hanche, d'avoir des maladies, parce que donc il y a eu l'histoire quand même très très vécu très très difficilement de les avoir retrouvés dans le même lit, de se dire finalement pour pouvoir grimper sur le lit ils ont plus ce qu'il faut. Je vous passe le graveleux, je le passe, le coup de la couche là, je vous le passe. Et ouais. Et voilà. Et la direction qu'on a aussi rencontrée est prise dans quelque chose en disant nous dans l'EHPAD on est plutôt ouvert d'esprit, on est là, on respecte le choix des résidents, donc a priori on voyait pas vraiment de problème à ce que cette relation s'installe. Si madame ou monsieur doivent partir, puisque là c'est quand même la menace qu'on leur dit en tant que direction, ils vont être malheureux, puis ça fait mauvaise presse pour l'établissement, et aussi se questionnent bien, mais ils se disent mais là on est en prise avec une fille quand même très 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 véhémente, quelle place doit-on donner à cette fille par rapport à la place qu'on donne à nos résidents? Donc la direction est vraiment aussi assez embêtée. Et donc on rencontre tout le monde, et puis on fait une réflexion donc en utilisant donc ce que Véronique disait de l'éthique clinique. Les outils de l'éthique clinique, c'est le principalisme et la casuistique. Donc le principalisme, c'est de se baser sur les 4 grands principes de l'éthique biomédicale, qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la malfaisance et le principe de justice. Et la casuistique, qui est de s'occuper d'une situation unique au cas par cas. Et de cette situation-là, précisément dans cette situation-là. Sachant qu'on mène la réflexion, on permet aux personnes de se poser un peu, de se mettre autour d'une table. Déjà dans une EHPAD, c'est déjà bien de prendre du temps, de se mettre autour de la table pour réfléchir. Et on n'a pas forcément, on leur dit pas oui, non à la fin. On leur donne à eux les outils pour prendre leur propre réflexion. Et donc, si on brosse un peu les principes, donc celui qui nous est apparu dans cette situation le plus pertinent et le plus important à prendre en considération, c'est celui de bienfaisance et non malfaisance. Donc la bienfaisance ici dans cette situation, vous l'aurez peut-être aussi un peu compris, c'est que manifestement ils ont l'air heureux. Il n'y a pas de trouble du comportement. Alors, à la séparation, on sent qu'ils sont un peu tristes, mais il n'y a pas d'autres genres de troubles du comportement. Typiquement, on peut imaginer que s'il y avait des relations sexuelles contraintes, il y aurait peut-être des manifestations, en tout cas corporelles, des mimiques, quelque chose de la part de Claudette qui nous aurait fait penser que ça n'allait pas, ou une main enlevée, un visage un peu crispé. Donc, manifestement, personne ne remarque ça.
et puis voilà. Et donc cette séparation qui serait définitive, hein, si on les change d'EHPAD, pourrait effectivement être malfaisant pour eux. Donc c'est pour nous le principe qu'on a retenu comme étant le plus important, sachant que le principe d'autonomie, là, pour le coup, pouvait paraître un petit peu moins pertinent. Donc l'autonomie, c'est la capacité à faire ses propres choix et à décider par soi-même, hein. On peut questionner effectivement cette autonomie un peu mise à mal par l'importance de leurs troubles cognitifs. Et on peut aussi s'aider de ce concept qui s'appelle l'autonomie-authenticité. L'autonomie-authenticité, c'est une vision de la capacité décisionnelle et de la capacité de choix qui s'appuie sur le parcours de vie de la personne pour dégager ce qu'elle aurait voulu en fonction de ses valeurs, de ses désirs antérieurs, si elle avait pu s'exprimer. C'est souvent une autonomie qui est rapportée par des proches, hein, et quand typiquement la fille de Claudette nous dit c'est pas son histoire, c'est pas comme ça qu'elle aurait voulu vivre, un homme marié ça lui aurait donné, enfin jamais elle aurait posé les yeux sur un homme marié, notre mère était très bigote, elle allait à l'église, etc. Voilà, ça c'est effectivement une autonomie, authenticité qu'on peut prendre en considération dans le fait que la relation peut être gênante pour elle. Et puis le principe de justice, donc la justice, c'est l'équité dans les soins et les conséquences collectives des décisions individuelles. Donc là, ça tape un peu sur l'EHPAD, sur la direction de l'EHPAD. Alors je passe par la page en bas, hein, question du vivre ensemble avec les soignants, certains qui sont en difficulté, alors d'autres parce que la situation les gêne, et puis d'autres parce qu'ils doivent mentir aux proches, parce qu'à un moment donné aussi, il s'est agi de ne pas dire à la fille qu'elle continuait à avoir des relations avec Michel. Et donc en fait, quand la fille arrivait dans le hall, ils allaient les chercher pour les séparer de la table. Enfin, il y avait des espèces de mise en scène qui ont été faites pour que la fille soit pas trop heurtée, pour que l'épouse aussi soit pas trop heurtée. Donc, les soignants ont été très très mal à l'aise avec cette situation de mensonge. Et puis la direction avec l'argument financier qui était une réalité, hein, qui était que, en fait, quand on a dit à l'épouse il faut que Michel s'en aille, elle a dit non mais moi je peux pas parce que votre EHPAD il est pas trop cher et j'en ai fait 3 ou 4 autour de la maison, c'est pas possible, je peux pas payer autre chose. Et je ne veux pas le mettre à 30 km, je peux pas. Donc il y avait aussi cet argument financier qui était compliqué. Et puis alors, bon, la fille avait un peu, dans sa véhémence, dit non seulement c'est un objet sexuel de Michel, mais c'est aussi un objet financier. Ma mère est aussi un objet financier pour vous. Vous voulez pas qu'elle s'en aille parce que sinon vous manquez à gagner. Bon, c'était un argument que la direction a un peu balayé rapidement. C'est bon. Et donc voilà, et donc ça fait partie des situations qu'on a discutées. Donc volontairement, vous n'aurez pas la fin de l'histoire. C'est aussi l'école de la frustration, l'éthique clinique, c'est que pas forcément l'histoire. Si vraiment vous voulez, je vous me soudoyer à la fin, je vous expliquerai la fin. Et donc voilà, et donc il y a eu plein de situations comme ça. Donc là, il se trouve qu'on avait travaillé à ça avec Véronique, et en parallèle, au sein du centre éthique clinique de l'hôpital de la PHP, il y a eu cette réflexion sur la rédaction d'un mémo éthique. Donc j'en ai pris quelques. Vous pouvez faire passer quelques modèles. Bon, pour ceux qui bossent en EHPAD, c'est intéressant. Pour les autres, ça l'est moins. On va vous le présenter. Vous pouvez le prendre. Alors, on peut l'envoyer par mail aussi. Et voilà. Et donc, si j'en ai pas assez, parce que je pensais pas que vous serez aussi intéressés que ça, on va vous le présenter. Et nos emails sont à la fin de la présentation. Et on pourrait vous les envoyer en PDF. Ils sont pas disponibles sur le site internet, mais on pourra vous les envoyer sans problème en PDF. Donc, vas-y. Donc oui, le centre d'éthique clinique, c'est un dispositif d'aide à la décision médicale quand elle est éthiquement difficile à prendre, toujours dans des cas particuliers. En effet, l'intervention d'un tiers dans la réflexion, ça permet de resituer la décision, de dépassionner les échanges et puis surtout de faire entendre la voix du patient. Et donc le centre d'éthique clinique, il était régulièrement sollicité pour des questions en lien avec la vie affective et sexuelle en EHPAD, et notamment sur cette saisine où on avait travaillé avec eux. Et du coup, il a décidé de créer avec un groupe de travail pluridisciplinaire ce mémo pour les professionnels afin de les aider à explorer les questions éthiques inhérentes à toutes ces situations. Et donc le but de ce mémo, en fait, c'est vraiment de permettre aux équipes de réfléchir au cas par cas quand elles sont confrontées à ce genre de situation, et puis aussi d'apaiser un éventuel inconfort suscité par toutes ces questions sensibles dans ces équipes. Donc voilà, là c'est une petite partie du mémo. On vous a pas tout mis. Il y a d'abord une partie qui explique comment l'utiliser en équipe et puis qui rappelle le cadre juridique des agressions sexuelles.
Et ensuite, il va s'articuler en 3 parties. Donc là, c'est les 3 parties que vous voyez, qui permettent de mener des réunions d'équipe en donnant des pistes de discussion. Donc le mémo, il n'a pas du tout vocation à donner des réponses ou à indiquer les bonnes décisions à prendre. Son but, c'est vraiment de donner des pistes de discussion pour permettre aux équipes de réfléchir ensemble en se posant les questions qui font intervenir les 4 grands principes d'éthique clinique. Donc la première partie, en haut à gauche, qui s'intitule « De qui parlons-nous ? Qu'en savons-nous ?» Elle va explorer la vie actuelle des résidents, des 2 résidents, leur vie d'avant, la notion de consentement. Donc tout ça, ça réfère un peu au principe d'autonomie. La deuxième partie, quoi de mieux pour ces personnes, qui va s'intéresser à leurs besoins, aux risques encourus, aux facteurs environnementaux aussi. Et donc ça nous renvoie au principe de bienveillance, bienfaisance et non-malfaisance. Et puis la dernière partie, c'est sur le vivre ensemble, donc toutes les règles, la vie collective et puis tout ce qui touche aussi les professionnels. Et donc ça renvoie plutôt au principe de justice. En fait, ça se présente comme ça. C'est ce que je vous montrais avec quelques petites questions et puis il en découle d'autres questions et le but c'est vraiment de permettre aux équipes de réfléchir ensemble, de ne pas être chacun dans son coin et que voilà, qu'il y ait une vraie discussion collégiale avant de nous appeler par exemple. Alors en conclusion, la sexualité en EHPAD, elle n'est pas forcément un problème pour autant qu'elle soit réfléchie et appréhendée. Il faut vraiment qu'il y ait des réflexions sur l'intimité, sur l'organisation des espaces. Il faut promouvoir les échanges en équipe. L'approche éthique, elle est utile dans certaines situations complexes et le mémo, il permet la réflexion et l'implication des équipes. Et la sexualité, c'est un besoin et un droit. Les droits sexuels sont une déclinaison des droits humains de la Déclaration universelle, il ne faut pas l'oublier. Et les troubles neurocognitifs, la vie en institution, voire une mesure de protection, ça n'autorise pas l'interdiction de la sexualité entre partenaires consentants. Voilà. Et on ne peut pas résister au plaisir de vous inviter, si vous ne savez pas quoi faire dans 3 semaines, un mardi 25 juin, à la journée qu'on organise au Centre Ressources Régional d'Île-de-France, donc c'est à Paris. Le 25 juin journée, c'est une journée qui est gratuite sur inscription. Vous avez le QR code si vous voulez vous inscrire. Et la thématique est les 1000 derniers jours de la vie, en référence au plan national qui avait lieu sur les 1000 premiers jours de la vie. Donc on essaye de se projeter à l'autre extrême. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Et si vous voulez qu'on vous envoie le mémo, il y a voilà, vous avez nos adresses mail et vous pouvez nous les demander. On vous enverra le mémo en PDF. Voilà. Et donc, c'est mon grand plaisir d'introduire à la tribune mon collègue et ami, le docteur... Oui. Il y avait ma tête dessus. Alors, EMPSA.92sud@aphp.fr. Ah oui, il y a nos têtes. Si c'est filmé, j'ai vraiment l'air bête. Voilà, donc je passe la parole au docteur Emmanuel Leleu, qui est assistant spécialiste partagé entre l'hôpital Corentin-Selton et l'équipe mobile et l'hôpital l'EPS Erasme à Antony, où il est aussi en charge de la gérontopsie. Et tu vas nous parler, alors, dans le cas de la drogue, tu vas nous expliquer un petit peu, mais ce qu'on appelle le silent syndrome, qui est une intoxication, je vous laisse un peu de suspense. Vas-y, Emmanuel. Merci Cécile pour cette introduction. Oui, effectivement, donc en EHPAD, on se déplace et on... Ah. C'est mieux ? Super. Bon. Effectivement, quand on se déplace en EHPAD, on a pas mal de situations assez variées, mais on arrive aussi à des syndromes un petit peu rares et complexes qu'on doit aussi gérer et diagnostiquer. Donc c'est de ça que je vous présente, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors d'abord, je vais vous présenter un cas clinique et ensuite on rentrera un petit peu dans ce que c'est exactement que ce syndrome de toxicité irréversible au lithium. Alors c'est le cas de Madame A qu'on évalue dans le cadre de l'équipe mobile. Le motif de cette évaluation, c'était de revenir évaluer une personne avec un épisode dépressif, avec des idées délirantes de thèmes persécutifs. Jusque-là, ça va ?
Alors, pour vous présenter la patiente, c'est une dame qui, à l'époque du début de la prise en charge, avait 91 ans, qui était séparée de son mari depuis 83, ancienne secrétaire de direction, et qui avait une fille décédée peu de temps auparavant d'un cancer et qui avait un trouble bipolaire. En EHPAD depuis 2021, alors l'indication c'était après une hospitalisation, comme ça arrive souvent, pour une altération de l'état général. Donc c'est une personne qui avait pas mal de comorbidités, notamment des troubles cognitifs d'origine vasculaire probable, avec un MSE à 18 en 2021. Elle avait d'autres antécédents, notamment des chutes, un Covid et un glaucome, ainsi qu'une surdité, donc une atteinte sensorielle importante. Alors, si on reprend l'histoire psychiatrique de ce qu'on a su, donc elle avait un suivi CMP au long cours jusqu'en 2020 pour une dépression ancienne, on peut peut-être traduire par un trouble dépressif récurrent. Un des facteurs qui l'a vraiment influencé était le décès de sa fille, on va y revenir. Et donc la première demande de prise en charge dans notre équipe datait de 2022. Donc à l'époque, c'était un épisode dépressif avec des éléments psychotiques, avec une amélioration, souvent la vaccine, myancérine, sans rémission totale des symptômes. Donc à l'automne 2023, c'est là qu'on est recontacté pour une rechute au plan dépressif et une nouvelle demande d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Donc quand on arrive dans l'EHPAD, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on rencontre la psychologue, qui nous rapporte un épisode un peu étrange, où une semaine avant notre venue, la résidente avait une forme d'euphorie qui a duré plusieurs jours, avec un comportement désinhibé à caractère sexuel. Non, je ne me suis pas trompé de présentation, c'est bien le Silent Syndrome et pas la sexualité en EHPAD. Et donc la réaction de l'EHPAD a été plutôt de s'adapter à ces symptômes-là. L'idée, c'était plutôt de qui allait acheter le sextoy pour cette patiente, globalement, pour éviter qu'elle fasse trop d'avance au kiné. Elle n'était pas désorientée à ce moment-là. Donc alors, notre évaluation brièvement, donc on avait surtout une symptomatologie dépressive, pas tout à fait typique, elle n'était pas très ralentie. La présentation était un peu particulière, elle était devant son hôtel bouddhiste avec la photo de sa fille dessus, et elle a quand même accepté de nous parler en s'interrompant dans ses mantras. C'était pas le cas de tout le monde, on a eu de la chance. Donc ce qu'on voyait, surtout des cognitions dépressives, des idées de deuil très importantes, et aussi des idées suicidaires non scénarisées. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu comme diagnostic sur cette situation? Donc, déjà, on a retenu qu'il s'agissait d'un épisode hypomaniaque, très probable, qui venait d'arriver juste avant qu'on ne soit là, et ensuite un épisode dépressif caractérisé. Donc, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait une prise en charge spécialisée au CMP, ce que la patiente a accepté. Elle a rencontré une des infirmières du CMP, et on avait proposé l'introduction de lithium. Alors, la suite. Donc, il y a eu effectivement l'introduction du lithium, mais pas de suivi CMP, ce qui est un gros problème dans cette prise en charge. Et quelques semaines après l'introduction du traitement, ce qui a été observé, c'est un ralentissement psychomoteur, une asthénie, une apathie, une somnolence, une perte de poids, avec des lithémies qui étaient pourtant autour de 0,5-0,6 mmol par litre. Donc, on fait une demande de réévaluation, et c'est l'équipe mobile de gériatrie externe qui intervient, et qui observe un ralentissement psychomoteur, un syndrome extra-pyramidal sévère. Alors, la demande de réévaluation, c'était pour aggravation de l'épisode dépressif. Mais nos collègues gériatres ont réagi en disant que c'est pas typique comme situation, et la psychologue allait aussi dans ce sens-là en disant que le discours était très pauvre, donc laconique, mais sans vraiment de thème dépressif. Donc une petite réorientation de prise en charge par l'équipe de gériatrie qui nous le signale. Donc à partir de là, effectivement, donc on est arrivé à un peu même conclusion. On a posé quelques hypothèses devant cette situation. Donc la numéro 1, c'était la iatrogénie médicamenteuse au lithium. Donc à l'époque, je ne connaissais pas le Silent Syndrome. L'évolution d'un trouble neurocognitif, quand même. On pouvait imaginer que sur un trouble notamment vasculaire, il y ait pu y avoir une marche d'évolution. Ou alors l'épisode dépressif, qui était la troisième hypothèse. Donc on a procédé à l'arrêt du lithium, et là, on a une récupération partielle, c'est-à-dire qu'il y a eu une levée de la stupeur, une récupération de la marche, à l'origine de chute d'ailleurs par la suite, et une reprise du discours spontané. C'est une personne qui ne pouvait quasiment plus communiquer. Donc plus à distance, quelques mois après, il persiste une dysarthrie, des tremblements, moindres mais qui persistent, et un syndrome extra-pyramidal qui est nettement plus discret. Elle était extrêmement figée quand on l'avait vue. Je vous parlerai en conclusion d'un petit peu du fin mot de l'histoire, mais à partir de là, finalement, on s'est posé la question de
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a arrêté le lithium, les choses vont mieux. Qu'est-ce que c'est que cette toxicité avec des lithémies à 0,5, 0,6? Eh ben, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Donc on a compris qu'il s'agissait du Syndrome of Irreversible Lithium Effectuated Neurotoxicity, qui a été décrit il y a quelques temps. Donc je vais vous le présenter dans cette deuxième partie avec un petit peu l'histoire brève de ce syndrome, un petit peu le profil de situations qu'on peut rencontrer et les mécanismes sous-jacents ensuite pour ouvrir un petit peu. Alors, sur le Silent, il n'y a pas d'études prospectives, il n'y a que des données issues de séries de cas. Il y a deux revues, une de Verdoux et une autre de Konechny, respectivement 2021 et 2024, qui reprennent les cas. On est autour de 117 cas à peu près. Donc ce sont des données à prendre avec vraiment beaucoup de pincettes, avec tous les biais qu'on peut imaginer sur des séries de situations. Alors, un peu d'histoire. Donc déjà, je vais vous présenter un JAMA 1949 sur le lithium. Le lithium n'était pas encore indiqué au plan psychiatrique, mais un labo avait décidé que ça serait une bonne idée de remplacer le sel de table par du lithium pour éviter finalement les surcharges chez les patients avec insuffisance cardiaque. Donc les psychiatres, les médecins en question ont trouvé que le labo était un petit peu ambitieux, parce que même à l'époque, la toxicité était connue, et il rapporte 4 cas de toxicité où finalement certaines issues ont été fatales. Donc même à l'époque, ce n'était pas un médicament utilisé en psychiatrie, c'était peut-être même pas un médicament du tout, mais la toxicité était connue. Le consensus qui a suivi pendant tout un temps, c'était de se dire que, un peu trivialement, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'en cas d'intoxication, soit la récupération est complète, soit la personne décède. Consensus qui s'est un petit peu effrité dans les années 70-80, jusqu'à ce que finalement on arrive un petit peu à nommer les choses. Et c'est Adityanji en 87 qui a proposé, à la suite d'un case report sur une personne justement avec une toxicité chronique, avec un syndrome cérébelleux après intoxication au lithium à lithémie normale, qui a proposé l'acronyme SILENT pour justement le syndrome de toxicité irréversible au lithium. Alors le profil type, donc encore une fois, les données sont à prendre avec beaucoup de sel, pas de lithium du coup, parce que ce sont des descriptions, des codations de sévérité qui sont très différentes selon les rapports de cas. Ce qui semble se dessiner, c'est que sur les signes plutôt aigus qu'on observe, c'est l'altération de la conscience qu'on avait vu sur la situation, dysarthrie ataxis qu'on avait vu aussi, tremblement, et ensuite, un peu moins fréquent, symptômes pyramidaux, nystagmus et crise convulsive. Les symptômes à la phase séquelaire, en grande majorité, le syndrome cérébelleux. On pourrait presque se dire qu'à la phase séquelaire, c'est presque une maladie du cervelet, c'est le silent syndrome. Les troubles cognitifs, le syndrome extra-pyramidal, et dans une moindre mesure, la choréatéto, dyskinésie tardive, neuropathie périphérique. Alors la question, c'est les coprescriptions aussi. Alors, dans plus du tiers des cas, il s'agit d'une monothérapie lithium en tant que psychotrope. Et dans 59% des cas, des antipsychotiques, souvent de première génération. Alors il y a un biais, c'est que beaucoup de cas ont été rapportés quand l'aldol était l'antipsychotique principal. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. La fièvre était aussi rapportée de façon très régulière, et on y reviendra comme facteur déclenchant dans cette situation. Donc les facteurs précipitants qui étaient retrouvés, c'était la fièvre, les infections, la déshydratation, et parfois aucun. Les facteurs de risque, alors déjà il y a la comorbidité psychiatrique, c'est plus fréquent chez généralement les personnes avec des éléments psychotiques, ce qui nous amène surtout aux troubles schizophréniques, schizoaffectifs, mais aussi troubles bipolaires, surtout de type 1, plus que le type 2. L'usage présent au passé de l'alcool était également rapporté, l'antécédent de syndrome malin neuroleptique, et les troubles neurologiques au sens large, atteinte vasculaire, antécédent d'AVC, toute fragilité neurologique. Si on regarde un petit peu la cinétique, alors il y a la question un peu, est-ce que c'est une apparition brutale de symptômes, est-ce que c'est de l'aigu sur chronique? C'est difficile de savoir, parce que finalement, sur des symptômes un petit peu légers qui persistent, qui peuvent progressivement prendre de l'importance et ensuite passent un seuil d'impact fonctionnel qui fait qu'on va les détecter, on peut se demander si on est vraiment sur quelque chose de si brutal que ça. En tout cas, dans la plupart des cas, ce qu'on retrouve, c'est peu de symptômes et ensuite des symptômes beaucoup plus importants. Donc finalement, si on regarde le profil, le silent ressemble à une intoxication aiguë à lithémie normale avec des séquelles persistantes. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. On peut avoir aussi des silent avec des lithémies très élevées. En gros, quand les lithémies sont plutôt basses,
on se retrouve avec surtout des séquelles cérébelleuses. Quand les lithémies sont plutôt hautes, on se retrouve avec tout type de séquelles neurologiques. Alors je vous ai fait un petit tableau qui n'engage que moi, mais pour résumer un petit peu ça. Donc un petit peu 3 phases, donc la phase de prodrome qui se compte en semaines, en années, c'est très variable, avec les différents facteurs qui peuvent influencer, l'âge notamment, et ça on le sait tous, parce que finalement le lithium, c'est vrai qu'on le prescrit à moindre lithémie cible chez les personnes âgées, parce qu'on sait qu'il y a un risque de toxicité plus important, puis les facteurs de risque habituels dont je vous ai parlé. Ce qu'on peut faire, c'est surveiller et viser des lithémies basses. À la phase aiguë, donc plutôt les symptômes de type intoxication aiguë, avec les facteurs décompensants, type déshydratation, iatrogénie, on pense aux antihypertenseurs, les épisodes infectieux et la fièvre. La question de l'hémodialyse, alors, dans les recommandations, c'est plutôt sur des intoxications à lithémie très élevée, donc il n'y a pas de consensus là-dessus. En tout cas, l'arrêt du lithium paraît évident sur la question. En phase séquelaire, on est plutôt sur la prise en charge d'un syndrome cérébelleux, trouble cognitif, donc on est plus sur la réadaptation de la kinésithérapie. Alors, si on regarde un peu les mécanismes, donc déjà, il y a vraiment un trio fièvre, cervelet et lithium qu'on va un petit peu explorer parce que c'est assez troublant ce rôle de la fièvre et cet impact spécifique du cervelet au niveau des séquelles. Alors, si on regarde la fièvre et le cervelet, déjà on sait que le système nerveux central est sensible au choc thermique. Les cellules meurent entre 45 et 50 degrés in vitro. Et ce qui se passe, c'est la coagulation des cellules dans le cytoplasme qui expose la partie hydrophobe et entraîne une toxicité structurelle. Qu'est-ce qui se passe en cas de choc? Eh bien, une activation de la heat shock response avec une cascade de protéines qui viennent justement chaperonner les cellules déformées et les envoyer au protéasome pour éviter cette toxicité. Ce qu'on trouve dans le modèle murin, c'est que les cellules exposées à la chaleur sont plus sensibles dans le cervelet. Elles vont plus exprimer ces cellules heat shock. Donc peut-être une vulnérabilité de ce côté-là. Si on regarde l'interaction lithium-cervelet, alors la théorie sur l'atteinte serait l'atteinte de l'homéostasie calcique des cellules de Purkinje, qui sont les cellules avec des grands axones dans le cervelet. Il y a quelques éléments quand même qui montrent, alors vous voyez les IRM à droite, donc ça c'est un jeune homme de 33 ans qui a fait une intoxication à lithémie basse après un épisode infectieux. Donc l'IRM du haut c'est 15 jours avant l'introduction du lithium, l'IRM du bas c'est quelques jours après. Je ne sais pas si vous voyez, mais globalement on voit bien quand même la perte de matière vous voyez, au niveau du cervelet. Dans d'autres études, alors ça c'est un résultat inattendu, c'était une étude de Forlenza sur le métabolisme regardé à la TEP FDG dans le cervelet. Il y avait une diminution chez les personnes sous lithium par rapport aux autres. Alors, est-ce que c'est un mécanisme qui explique une vulnérabilité? C'est difficile de le dire. En tout cas, sur certaines études post-mortem que je vais vous montrer, on retrouvait l'atrophie cérébelleuse et la perte des cellules de Purkinje. Donc, petit rappel d'histologie. Donc, si vous regardez, vous avez la substance grise, la substance blanche, couche granulaire et couche moléculaire. Et je vais vous le montrer en vrai. Donc là, vous avez la couche granulaire avec la petite flèche sur les cellules de Purkinje, ces grosses cellules-là. Si on regarde sur la coupe histologique du cerveau de quelqu'un qui a fait une intoxication, donc si vous regardez surtout à droite, vous voyez la couche granulaire, la couche moléculaire, il n'y a plus de cellules de Purkinje. Donc c'était ce qu'ils ont retrouvé en histologie. Ensuite, fièvre et lithium. Alors déjà, je ne l'ai pas noté là, mais il y a la question quand même du lithium qui pourrait provoquer des fièvres en cas d'intoxication. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le rôle de la fièvre qui crée une hypovolémie efficace et augmente la réabsorption du lithium dans le canal collecteur. Donc ça, c'est une chose qui pourrait expliquer. La deuxième, c'est le diabète insipide néphrogénique. Finalement, est-ce qu'avec l'hyponatrémie, il n'y aurait pas une sensibilité accrue, un petit peu comme ce qu'on verrait avec l'amyloïse centropontine, qui crée une vulnérabilité sur un cervelet qui serait plus fragile. Donc ça serait une autre forme d'explication. Finalement, sur les différents mécanismes, on retient donc cette interaction fièvre, cervelet, lithium, mais il y en a d'autres. Il y a la question de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. On sait qu'il y a un délai sur l'acheminement de lithium entre le milieu sanguin et le milieu encéphalique. La question de l'hiatrogénie, on n'a pas forcément compris exactement. Les variations osmotiques dont je parlais, et la question de la démyélinisation qui est régulièrement retrouvée dans les cas de silence. Donc je vais faire deux conclusions. La première, c'est sur la situation,
pour revenir un petit peu. Donc là, en étudiant le Silent, on trouve que la situation qu'on a eue ressemblait quand même pas mal. Donc ce qui était intéressant, au-delà de la question de l'intoxication au lithium, c'était déjà la question de l'adaptation aux symptômes finalement, avec l'EHPAD qui réagit de façon à s'adapter aux troubles de la sexualité présentés par la personne, alors que nous finalement on va être plutôt sur une approche de dire bon il y a plutôt un épisode hypomaniaque, il faut qu'on aille intervenir. Donc c'était assez intéressant d'échanger sur cette question-là. La question, c'était aussi la difficulté de surveiller le lithium en EHPAD, surtout avec les difficultés qu'on retrouve à faire suivre les patients dans un CMP, ce qui pose vraiment la question a posteriori, est-ce que c'est une bonne idée d'introduire le lithium sans un suivi vraiment déjà bien en place. Ensuite, il y avait la question intéressante du diagnostic différentiel, donc savoir est-ce qu'on était sur une toxicité, est-ce qu'on était sur quelque chose de plutôt vasculaire ou de dépressif. Donc c'était une réflexion intéressante. Et puis le lien avec l'équipe de gériatrie qui est aussi comment dire, un corollaire de quels symptômes vont nous être présentés. Parce que finalement, on a été amené à revenir pour des symptômes dépressifs qui en fait c'était une toxicité et une iatrogénie. Donc ça c'est grâce à nos collègues gériatres qu'on a pu le détecter. Et ensuite, et c'est maintenant là où on en est, on a une personne qui quand même va mieux au niveau moteur, même s'il reste des séquelles, mais qui présente des symptômes dépressifs francs. Et là, c'est plus compliqué d'amener finalement les soignants, l'EHPAD à se dire finalement l'amélioration motrice c'est bien, mais on ne peut pas s'en contenter. Il y a aussi la partie thymique dont il faut s'occuper, avec une réticence à introduire un nouveau traitement, ce qui amène à un travail un petit peu de psychoéducation assez intéressant. Alors, quelques messages. Donc, le Silent est une complication rare, mais très grave. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de l'avoir dans un coin de la tête. Bon, le docteur Lavaux nous présentera quelques actualités sur le lithium, peut-être pour nous rassurer un petit peu sur son utilisation. Alors, ça amène, je pense que c'est quelque chose à rajouter, alors peut-être pas en haut de la liste, mais toujours à garder en tête dans notre diagnostic différentiel, finalement. Un peu ce qu'on a essayé de faire nous. Et puis, il y a cette question, peut-être pas tout à fait tranchée, mais qu'on peut intuitivement essayer d'aborder, qui est qu'est-ce qu'on fait en cas de fièvre sous lithium? Alors, je pense que c'est quelque chose à rajouter de façon plus formelle, ce que je ne faisais pas forcément dans la psychoéducation sur le lithium. C'est vrai qu'on dit toujours attention aux fortes chaleurs, attention à la déshydratation, attention aux diarrhées, peut-être attention à la fièvre, avec la question peut-être de diminuer les doses de lithium en cas d'épisode infectieux ou d'épisode de fièvre. Parce que c'est vrai que beaucoup de cas, notamment les pneumopathies, ont été décrites avec des syndromes de toxicité qui en découlent. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel. Écoutez, on va sans transition poursuivre nos présentations. On fera des questions à la fin, groupées. Et donc j'accueille à la tribune Dr Hugo Tiercelin, qui est donc actuellement docteur junior dans le service, donc en psychiatrie du sujet âgé à l'hôpital Corentin-Selton, bientôt assistant sur l'équipe mobile. Et donc Hugo, toi tu vas t'occuper de nous parler des situations un petit peu marginales qu'on peut rencontrer en EHPAD avec des personnes à la rue, qui de la rue rentrent dans des institutions non sans causer des difficultés parfois. Oui, la tempête se lève pour parler du rock'n'roll, c'est parfait. Donc effectivement, un troisième type de situation complexe qu'on va aborder ensemble, qui n'est pas celle des gens qui écoutent trop fort de la musique en chambre d'EHPAD, rassurez-vous, mais qui est celle en fait des SDF retraités. C'est le nom que j'ai choisi. Enfin voilà, c'est le nom qu'on utilise pour parler de ces résidents particuliers qui ont un parcours plus difficile et dont l'intégration de la rue à l'EHPAD ne va pas sans quelques difficultés, quelques complexités éthiques avant tout. Donc on va effectivement aborder ce sujet sous l'angle de l'éthique pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a en fait pas de données evidence-based medicine sur le sujet, donc il n'y a pas grand-chose à vous rapporter de ce côté-là. Et l'autre raison, c'est que les difficultés et les tensions, les dilemmes que génèrent ces situations complexes de SDF retraités en maison de retraite, elles sont surtout d'ordre éthique. Et donc une approche éthique est la plus pertinente et la plus efficace pour traiter ces questions. Alors, pourquoi rock'n'roll de la rue à l'EHPAD? Bon, d'une part parce que c'était le titre du Sympo, donc il fallait bien effectivement rentrer dans le thème. Et surtout parce qu'en fait, l'analogie avec le rock'n'roll, la métaphore, elle nous permet d'aborder
indirectement et de manière un petit peu imagée les trois questions éthiques qu'on va avoir ensuite dans le cadre de cette situation de la rue à l'EHPAD. D'abord, c'est l'institution. Donc le rock'n'roll, effectivement, est devenu désormais une institution de la musique. Elle est rentrée au panthéon de la musique et pour ça, elle a dû se conformer à certaines normes. Elle a dû se rendre acceptable, se rendre fréquentable, se rendre institutionnalisable, le rock'n'roll. Et ces normes, dans le cas d'Elvis Presley, ça a été au prix d'un certain renoncement de soi, quand il a fallu justement tomber les habits de bad boy, un peu antisocial, un peu rebelle, et adopter le costume 3 pièces à la télévision publique américaine et faire un duo avec un chien qui portait un chapeau haute forme. Donc, normes, renoncement de soi, institution, 3 questions éthiques qu'on va voir ensemble dans le cas justement des SDF retraités. Mais avant ça, je vais vous faire un tout petit point historique, définir qui sont ces SDF retraités dont je parle depuis le début, et donner quelques chiffres d'épidémiologie. On verra ensuite ces 3 questions, enfin ces 3 notions éthiques, et on finira un peu plus concrètement par des situations. Donc historiquement, jusqu'à la fin du 19e siècle, les personnes âgées étaient surtout prises en charge par les communautés familiales, religieuses, généralement dans la ruralité. Finalement, avec l'urbanisation progressive, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes âgées qui étaient laissées pour compte, sans famille, sans ressources. Et donc l'ancêtre de la PHP, le Conseil général des hospices civils de Paris, crée les hospices. Il y a eu dans les années 40-50 un premier tournant du maintien à domicile, et dans les années 70, c'est la fin des hospices et on laisse la place aux maisons de retraite, puis aux EHPAD, pour répondre à des besoins nouveaux de résidents plus âgés, plus dépendants et plus malades, et donc des résidences médicalisées, les EHPAD. En parallèle de cette histoire sociale, il y a une histoire un peu plus carcérale liée à la préfecture de police de Paris, donc une autre ambiance, qui est celle des dépôts de mendicité, qui visait en fait à rassembler, à parquer un petit peu les vagabonds, les mendiants, également les personnes âgées de mauvaises mœurs, ou en tout cas qui n'avaient pas de famille, de réseau ou de ressources pour vivre. On se rend compte assez rapidement que c'est peut-être une mauvaise idée de rassembler toutes ces personnes au même endroit. Et on crée spécifiquement, je trouve le nom assez interpellant, des maisons de retraite pour vieillards indigents parisiens. Notamment une à Villiers-Cotterêts qui existe toujours, donc qui, après avoir quitté le giron de la préfecture de police de Paris, passe par la PHP et rejoint ensuite le centre d'action sociale de la ville de Paris et devient une EHPAD tout à fait classique, et donc rejoint la trajectoire plus sociale de l'histoire de ces maisons de retraite, en conservant toutefois une forte vocation sociale parce que 60% de leurs résidents sont issus de la rue. Donc ces SDF retraités, qui sont-ils? C'est une formulation qui est de Madame Rouet-Lambert que je trouve assez pertinente. C'est vraiment l'idée qu'ils étaient SDF, mais désormais, en étant en maison de retraite, ils ne sont plus sans domicile fixe, mais ils gardent quand même cette identité de SDF. Donc voilà, ça devient des SDF retraités tout simplement. On parle aussi parfois de résidents précaires, mais c'est un terme que j'aime un petit peu moins, d'une part parce qu'il n'est pas très consensuel, et d'autre part parce qu'il peut être un peu stigmatisant. Pour le définir très rapidement, la précarité, et là j'emprunte une idée très pertinente du docteur Patrick Friocourt. La précarité, c'est un état un peu de transition, de fragilité, si on compare avec le schéma gériatrique, à risque de basculer dans la pauvreté. Mais nous, on parlera plutôt de SDF retraités, c'est un terme que je trouve un peu plus adapté. Ces SDF retraités, on en sait quelques éléments épidémiologiques grâce aux études réalisées dans les 15 EHPAD du Centre d'action sociale de la ville de Paris, où ils représentent 7% des effectifs, des résidents. On sait qu'il y a un peu plus d'hommes par rapport au sexe ratio habituel dans la population des résidents d'EHPAD généralement. On sait également qu'ils sont plus jeunes que les résidents d'EHPAD habituels, la moitié a moins de 75 ans, donc ils restent plus longtemps en maison de retraite. On sait également qu'ils sont plus isolés, qu'il y a moins de relations amicales, sentimentales également, avec plus de célibataires, moins de veufs. On sait également qu'il y a plus d'étrangers et moins de locaux. Effectivement, alors je pense qu'il y a un biais aussi parisien, mais très souvent le parcours de vagabondage, d'errance, il amène à Paris. Et après, il y a une forme d'installation, si je puis dire, à Paris, avec un réseau associatif qui est assez fort. Et donc, voilà, peut-être une concentration un peu plus importante de sans domicile fixe à Paris, qui fait qu'après, ils intègrent les maisons de retraite du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et l'autre élément épidémiologique, c'est le fait que, par rapport aux autres résidents d'EHPAD, ils ont une perte d'indépendance fonctionnelle, une dépendance physique, grossièrement,
moins importante, mais qui contraste avec une perte d'autonomie psychocognitive, une dépendance psychocognitive plus importante, avec de fait plus de mesures de protection juridique, plus de maladies neuropsychiatriques et plus de problèmes d'alcool et d'addiction. Ces résultats sont à nuancer avec une nouvelle étude qui va sortir prochainement, commanditée par l'ARS Île-de-France sur tous les EHPAD franciliens. Donc là, les résultats se rapprochent un peu plus de la population générale en maison de retraite, mais ça nous permet déjà de savoir que 43% des EHPAD d'Île-de-France accueillent au moins un résident avec un parcours de rue, donc c'est une situation qui est loin d'être rare. D'autres éléments épidémiologiques qui nous viennent de la mission interface du SAMU social de Paris, donc qui existe dans d'autres villes de France. La mission interface, c'est une mission qui s'occupe spécifiquement des personnes à la rue de plus de 60 ans ou des personnes handicapées. Et c'est extrêmement intéressant parce que l'âge médian du suivi des personnes âgées de plus de 60 ans à la rue, il est quand même de 67 ans, ce qui est quand même assez élevé à la rue, il faut imaginer. Et la moyenne d'âge d'entrée en maison de retraite, elle est de 72 ans. Donc c'est extrêmement tard, surtout lorsqu'on sait que l'âge de décès moyen à la rue est de 48 ans. Ça nous amène donc à cette première tension éthique normative, celle de l'âge. Ces SDF retraités sont trop vieux pour la rue et trop jeunes pour la maison de retraite. Même s'ils arrivent plus de 10 ans après les 60 ans requis pour rentrer en EHPAD, ils sont quand même un peu trop jeunes pour la maison de retraite. Il y a effectivement une dissociation entre leur âge civil, leur date de naissance, l'âge sur leur carte d'identité, et leur âge physiologique. Et ils se retrouvent dans un environnement, enfin il y a un vieillissement accéléré et prématuré, et ils se retrouvent dans un environnement avec une génération qui n'est pas la leur, mais celle de leurs parents. Ce qui est extrêmement compliqué pour se projeter quand on est entouré de gens qui ont l'âge de nos parents. Du fait de cette dissociation âge civil, âge physiologique, ils se retrouvent en dehors de la filière gériatrique, ils sont trop jeunes pour être pris en charge en service de gériatrie, ce qui complique les choses, alors que pourtant, physiquement, en termes de santé, ils en relèvent tout à fait. Il y a un vieillissement accéléré, une polypathologie, des vulnérabilités multiples. Au niveau psychiatrique également, ils posent des difficultés parce que les EMPP, les équipes mobiles psychiatrie précarité, n'ont pas forcément de compétences spécifiques en gérontopsychiatrie et ont moins l'habitude de travailler avec les EHPAD. Et de la même manière, les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé n'ont pas forcément de compétences spécifiques en précarité. Je le disais également, donc une perte d'indépendance fonctionnelle moins importante que les autres résidents, une perte d'autonomie psychocognitive plus importante, et cette dépendance psychocognitive, elle est également plus différente, elle est souvent beaucoup plus liée aux troubles psychiatriques et un peu moins aux troubles neurocognitifs majeurs qu'on voit en maison de retraite. Dernier décalage normatif, c'est que l'entrée en maison de retraite, généralement, elle est vécue comme un déclassement social. On perd son appartement, on perd son statut, son réseau, on perd beaucoup de choses, et on devient monsieur un tel ou Jean de la 201 ou je ne sais quoi. Pour les SDF retraités, c'est vécu différemment. C'est au contraire une ascension sociale, dans le sens où on accède à un logement, on accède à des droits, on accède également à des échanges plus réguliers, à une nouvelle position. Donc là, il y a aussi un décalage avec les autres résidents. Ensuite, sur l'identité, le renoncement à soi, c'est le passage de l'invisible au trop visible. Ça ne vous a pas échappé que les SDF sont invisibilisés dans la rue. Et en arrivant en maison de retraite, d'un coup, le SDF retraité devient celui que l'on ne peut pas ne pas voir. Pour plusieurs raisons. D'une part, du fait d'un état d'incurie qui passait inaperçu à la rue et qui là, d'un coup, devient incompatible et insupportable avec les normes d'hygiène réelles ou fantasmées en maison de retraite. Du fait d'un état de santé très dégradé avec de multiples pathologies avancées et qui étaient ignorées jusque-là et qui désormais doivent être pris en charge par le personnel soignant. C'est le côté médicalisé des EHPAD avec des blouses dans tous les sens et qui doivent prendre en charge les patients. Ça se traduit par beaucoup de situations éthiques conflictuelles qu'on verra après, refus, renoncement aux soins, mise en échec du projet de soins, rechute, rapport distant ou déformé au corps, on verra un peu plus tard. Et ça se traduit également par des problèmes de comportement. J'ai parlé de manière assez imagée de jeunesse insolente et mauvaise mœurs qui perturbent l'ambiance feutrée des maisons de retraite, mais c'est un petit peu ça. C'est des troubles du comportement qui sont différents des symptômes psychocomportementaux liés aux troubles neurocognitifs dont on a l'habitude en maison de retraite, qui sont liés également à des troubles psychiatriques, des addictions et parfois des comportements délictueux qui, là encore, posent problème, sont trop visibles. Alors, j'ai parlé d'invisibilisation, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est plus grave que ça, c'est une auto-exclusion.
Et pour les plus psychanalystes d'entre nous, c'est un clivage ou une congélation du moi, je reprends les termes de Jean Furtos, qui a théorisé ce syndrome d'auto-exclusion qui est extrêmement intéressant et qui associe 3 signes de disparition: l'auto-anesthésie du corps, avec une insensibilité physique, une insensibilité sensorielle, l'auto-anesthésie des émotions qui se trouvent émoussées, et l'auto-anesthésie de la pensée qui est inhibée, une pauvreté psychique. Ce syndrome d'auto-exclusion, il se traduit en pratique par un abandon, une fuite, puis un rejet, puis une opposition de la relation thérapeutique, de la relation sociale, et puis même de soi-même. Et c'est le produit d'un environnement d'insécurité psychique, mais également sociale, bien sûr, et il faut le rappeler. Donc plutôt de l'auto-exclusion d'un coup au trop visible, et tout cela, et c'est notre 3e tension éthique, dans une institution qui voit tout. L'EHPAD, effectivement, peut être décrite comme une institution totale. Je reprends la définition d'Erving Goffman. À nouveau, l'analogie n'est pas de moi, mais je la trouve très parlante. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez, vous aussi, les maisons de retraite dans cette définition. Une institution totale, c'est un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Ça vous parle ? De fait, les résidents et le personnel aussi, il faut le rappeler, sont soumis à la même autorité, la direction de l'établissement. Toutes les activités de la vie courante, manger, dormir, se laver, se soigner, s'occuper, parfois travailler, ont lieu dans le même lieu, sans séparation des espaces et des règles, comme c'est le cas habituellement. Et ils sont, ces résidents d'EHPAD, pas que nos SDF retraités, enfermés et isolés dans un seul rôle social et une seule identité, celle de résident en EHPAD et de retraité. Même si on va le nuancer un petit peu. Cette institution totale, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement difficile de s'y faire, et on peut imaginer sans difficulté que ça l'est d'autant plus pour le SDF retraité, pour plusieurs raisons. D'une part, on l'a dit, ils sont plus souvent isolés, donc il n'y a pas souvent de tiers extérieur pour faire un petit peu échappatoire, tampon, médiation avec l'institution totale. C'est lui, le SDF retraité, face à l'institution totale, et il n'y a personne d'autre. Il y a également des histoires de méfiance vis-à-vis des institutions, avec de nombreuses déceptions, échecs, trahisons peut-être dans la vie de SDF, avec le SAMU social qui n'a jamais de lit, avec l'hôpital qui met à la porte et qui renvoie à la rue, avec la police qui arrête, avec la justice qui condamne, avec les bailleurs sociaux qui expulsent. Et là, d'un coup, on met face à une institution qui est tout ça à la fois. Et on peut s'interroger si est-ce que l'EHPAD en tant qu'institution totale répond à tous les besoins, ou est-ce que, donc notamment celui de socialisation et même d'offrir une identité, ou est-ce que simplement elle se contente de donner le gîte et le couvert et les soins, je ne l'ai pas rajouté, ce qui serait une forme de violence supplémentaire en ne donnant pas, en ne répondant pas à ce besoin, tout en ayant cette image, cette fonction d'institution totale. Ça nous amène à 2 choses extrêmement intéressante. La première, c'est la place des adaptations secondaires. Les adaptations secondaires, c'est tous les petits arrangements, les petites transgressions qu'on peut s'autoriser en maison de retraite. Ça peut être un tel qui aime bien donner à manger aux pigeons sur le balcon, et donc on va exceptionnellement en fait couper le cordon qui empêche l'ouverture de la porte-fenêtre ou de la fenêtre pour qu'il puisse plus facilement donner à manger aux pigeons, même si du coup on respecte pas les normes anti-suicide ou les choses. Donc c'est un type de transgression. Et ça peut être aussi un tel qui aime bien avoir son petit tour entre 18h et 20h à l'extérieur de la maison de retraite et qui du coup n'aura pas ses médicaments à 18h comme tous les autres patients, mais les aura exceptionnellement à 20h05 quand elle rentrera de sa balade. Toutes ces adaptations secondaires, déjà ça met un peu de souplesse, un peu de bonheur tant au niveau des résidents qu'au niveau du personnel, mais c'est un peu plus important que ça encore. Ça permet d'exister, ça permet de s'autonomiser, ça permet de se libérer vis-à-vis de cette institution totale, j'insiste, pour les résidents et le personnel, et c'est extrêmement important. La deuxième idée, effectivement, c'est les troubles du comportement. Alors, est-ce que ce sont simplement des manifestations caractérielles parce que c'est quelqu'un de pas sympathique? Est-ce que ce sont des déviances pathologiques? Il faut que le psychiatre arrive mettre de l'aldol injectable? Ou est-ce que ce sont de véritables actes de résistance face à l'institution totale qui sont des moyens justement d'exister, de s'autonomiser, de se libérer? Donc, un peu plus concrètement. J'ai quelques situations, alors qui ne sont pas des cas cliniques, mais qui sont plutôt des situations cliniques assez fréquemment rencontrées, qu'on va voir ensemble pour voir un peu ce que ces tensions éthiques
permettent de penser sur le terrain. L'entrée en maison de retraite, c'est un moment critique pour le SDF retraité. Ça a lieu dans des moments chaotiques, souvent, donc l'expulsion d'un logement, une sortie d'hospitalisation, un maintien impossible dans les structures d'hébergement temporaire type LHSS. Et donc c'est vécu comme une rupture supplémentaire avec différentes expressions symptomatiques. Soit c'est pour le SDF retraité une mise à mal des règles de vie communautaire par des conduites transgressives, une forme de résistance un petit peu. Soit c'est une résignation mortifère avec un repli, une passivité, un refus de se faire soigner, de s'alimenter. Soit c'est des décompensations aiguës, somatiques ou psychiatriques avec des hospitalisations en urgence. Et de fait, l'entrée en maison de retraite pour le SDF retraité, c'est malheureusement à risque d'une surmortalité au cours des premiers mois, donc c'est un moment extrêmement critique. Et le meilleur moyen d'éviter cette surmortalité, ou en tout cas ces expressions symptomatiques délétères, c'est d'anticiper, préparer l'accueil et assurer un maximum de continuité, notamment avec l'accompagnement social. Et les travailleurs sociaux, notamment ceux de la mission Interface, ont un rôle extrêmement important en préadmission, mais aussi en post-admission, pour assurer justement une continuité et que l'EHPAD ne soit pas une rupture supplémentaire. De même, c'est important de pouvoir s'appuyer, s'ils existent, sur des pairs, sur d'autres SDF retraités déjà présents en maison de retraite, dans cette maison de retraite, qui pourront avoir un rôle un peu de compagnonnage et éviter ce sentiment d'être un peu le seul à avoir eu un parcours de rue au sein de cette maison de retraite et d'avoir cette image de mouton noir dans la maison de retraite. L'autre cas extrêmement fréquent, c'est celui du refus de soins. Bon, bien évidemment, il faut entendre le refus de soins, essayer d'en comprendre les causes, le respecter, il faut reproposer régulièrement avec différents interlocuteurs. Et si on se rappelle ce syndrome d'auto-exclusion et la congélation du moi, il faut respecter un temps, un cheminement de réchauffement. Il y a cette citation, ce public qui sort de la survie réapprend à être visible, à exprimer des besoins, à vivre avec son corps, à en accepter les limites. C'est exactement ça en fait. Et pendant ce temps un petit peu de réchauffement, on peut mettre en balance le sens, la pertinence, l'urgence de ce soin et son coût éthique, relationnel, humain pour le patient. S'interroger également sur nos propres limites en tant que soignant face à ce refus de soins, sa tolérance face à ce refus de soins, et trouver un compromis par rapport aux soins. Ça peut être, est-ce qu'on accepte qu'il n'y ait que les soins d'hygiène et qu'on ne fasse pas absolument tous les soins les plus techniques? Est-ce qu'on accepte que le patient ne prenne pas les 12 traitements mais qu'il en prenne que 3, au moins les plus importants? C'est tous ces compromis. Autre cas qui est assez fréquent, alors on est souvent appelé pour ce genre de problématique, le résident SDF retraité qui teste le cadre. On peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, donc ça permet d'amener chacun un peu sa situation clinique. Donc comme je le disais, interroger ce cadre, dans quoi ça s'inscrit, ce SDF retraité qui teste le cadre, ce trouble du comportement. Qu'est-ce que cela veut dire de l'individu, de son identité, et qu'est-ce que cela veut dire de l'institution en tant qu'institution totale, et on remet en question le sens de ce cadre. On peut le faire de manière collective, institutionnelle, au moyen de groupes d'analyse de pratique avec le personnel de la maison de retraite, où on interroge ce cadre. On peut aussi discuter de problèmes cliniques. Cette réponse institutionnelle, elle est également l'occasion d'un compagnonnage, où les soignants un peu plus expérimentés transmettent, accompagnent les soignants qui arrivent. Et on peut également formuler une réponse individuelle. Et là, c'est quelque chose, du soignant au patient. C'est quelque chose d'assez intéressant qui a été théorisé par Patrick Delarue, qui est le directeur de cet EHPAD François Ier à Villiers-Cotterêts, où il y a 60% de résidents issus de la rue. Il a théorisé la notion de soignant confident. C'est une personne en qui le résident peut avoir confiance, avec une dimension relationnelle au-delà du soin, qui reste régie par un cadre. Et cette dimension relationnelle au-delà du soin, en fait, elle transcende un petit peu notre simple place de soignant. On accepte d'avoir un lien privilégié, relationnel avec, et individuel et unique avec le résident, dans l'idée de recréer une forme de lien, de confiance, d'attachement stable, qui est éminemment indispensable au vu du parcours de rue et des multiples ruptures, et qui nécessite une sincérité totale. Ce soignant confident est désigné par le résident, et ce rôle et cette fonction sont acceptés par le soignant. Donc ça peut poser pas mal de problèmes éthiques, on pourra en discuter. Tout cela, donc que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau individuel, pour essayer de trouver un compromis, une adaptation,
Donc les adaptations secondaires, on en a parlé, c'est à mon sens indispensable, et on peut les contractualiser, même par écrit, et même les faire signer par le résident, c'est largement possible. Bien évidemment, il faut conserver un minimum de cadres, de règles, de limites, parce que si jamais on va trop loin, eh bien ça casse, ça se traduit par une fuite, une fugue, une rechute, une rupture du lien pour le SDF retraité, et par des sanctions du côté de l'institution. Autre exemple hyper courant, c'est la fugue, donc trouble du comportement grave ou sortie inopinée. Chez le SDF retraité, c'est pas la même fugue que celle du patient avec des troubles neurocognitifs majeurs. C'est une fugue qui est organisée, volontaire, qui n'est pas un échec de surveillance de la part de l'équipe. Il n'y a pas non plus de famille à prévenir. Et le danger est plus au niveau de la sécurité du patient que de sa santé. Mais on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment une fugue, un trouble du comportement, ou est-ce que c'est simplement une sortie, qui est une liberté pourtant élémentaire et fondamentale d'aller et venir. Concrètement, ce qu'on peut faire, on ne peut pas empêcher les gens, on ne peut pas les retenir contre leur gré en maison de retraite, à moins qu'ils aient des troubles neurocognitifs majeurs absolus avec la MMS à 2. On peut par contre toujours travailler ce lien de confiance, et en particulier avec l'agent d'accueil, qui n'a pas de fonction de rôle soignant, qui du coup peut entrer dans une autre relation avec le SDF retraité, et travailler comme ça la confiance, l'habitude, et aller jusqu'au contrat, la négociation et le contrat sur des heures d'entrée et de sortie, et s'adapter comme ça aux habitudes, à ce souhait de sortir du SDF retraité. Les troubles du comportement, c'est également l'occasion des soins psychiatriques. De fait, ça peut être une porte d'entrée, les troubles du comportement, et surtout, l'EHPAD, c'est pour la première fois depuis longtemps pour nos SDF retraités, un domicile sectorisant, et donc l'occasion d'avoir accès plus facilement à des soins psychiatriques de secteur, surtout s'il y a des équipes mobiles. Et il faut savoir, mais je passe très vite, qu'il n'y a pas de grande spécificité au niveau des thérapeutiques médicamenteuses, il n'y a pas de psychopharmacologie particulière. En guise de conclusion, on a évoqué beaucoup de tensions éthiques, on a vu quelques cas un peu plus concrets où ça pouvait servir et aider à justement sortir de situations complexes. Ce qu'il faut retenir quand même avant tout, c'est que entrer en maison de retraite, c'est la chance et le droit d'avoir une dernière demeure stable et durable, et de ne pas mourir à la rue comme des centaines d'autres SDF chaque année, 624 en 2022. C'est la possibilité et le droit de se retrouver sur les plans social, psychologique et somatique. On a parlé du statut social de retraité, on a parlé de la réappropriation de droits, c'est la possibilité aussi de renouer avec sa famille, et de parfois retrouver sa région d'origine et de retrouver une identité, une stabilité et même un ancrage, avec une forme de continuité, et s'autoriser, une fois qu'on n'est plus absorbé par la question de la survie à la rue, s'autoriser la question de qu'est-ce que je vais laisser comme trace avant de partir. Donc on l'a dit, c'est un vécu différemment du déclassement social qui est le ressenti des résidents en EHPAD habituellement. C'est coûteux malgré tout, un SDF retraité un petit peu dans tous les sens du terme, en temps, en énergie, en tolérance, mais également en argent. Il faut savoir qu'une chambre de SDF retraité, elle est plus souvent rénovée qu'une chambre de SDF, de retraité qui n'a pas eu de parcours de rue. Et idéalement, il ne faut pas que ce soit pour un SDF retraité qui serait un petit peu le mouton noir de l'EHPAD, mais pour les résidents SDF retraités. Bon, il y a un chiffre, Patrick Delarue disait au moins 10%. C'est loin d'être evidence-based medicine. On pourrait s'interroger également sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures qui pourraient être plus adaptées. Et quoi qu'il en soit, et ça je trouve que c'est là-dessus qu'il faut rester, c'est cette situation de SDF retraité, même si ça provoque des réflexions, ça provoque des tensions, des conflits, c'est plus de jeunesse, plus de souplesse, plus de surprise, plus de confiance, plus d'échanges, plus de conflits, plus de défis et tout simplement plus de vie, ce qui est extrêmement important dans les maisons de retraite. Voilà, je vous remercie. Et je remercie les auteurs. Merci à tous les trois. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous avez des commentaires, des questions. Alors, Dr Paché. Des petits freins d'épaule. Oh, tout à fait.
Alors, même pas mort, le potasse c'est des petits frères de la pauvre. On voulait vous mettre le QR code, on n'a pas réussi à le faire. Et voilà, très bien, merci beaucoup d'y avoir pensé, effectivement. Professeur de Scutteret. Oui. Alors, elle aurait pu le faire si sa mère s'était pas opposée. Sa mère était effectivement avec des gros troubles cognitifs et donc oui, alors légalement elle était tutrice elle était tutrice, donc elle pouvait faire cette effectivement. Mais c'était très violent de cette place qu'elle prenait, cette femme. Une grande souffrance. En plus, il y avait une autre, elle n'était pas toute seule dans la fratrie. Il y avait deux autres frères et sœurs qu'on n'a pas entendus, qui n'étaient pas présents et qu'on aurait bien voulu entendre effectivement. Donc ouais. Tu veux la suite de l'histoire ? Par rapport à la formation ou par rapport aux conduites ? Alors, ce qui est très clair dans les EHPAD, c'est les chartes de droit des patients et de respect des libertés qui sont toutes, effectivement, qui guident le règlement intérieur de toutes les EHPAD, où il est très clairement stipulé qu'on a le droit à une sexualité, enfin tout ce qui est effectivement très officiel. Sur la formation des soignants à la sexualité, moi j'ai pas de réponse. Catherine, peut-être, ouais. Et Grey Pride fait aussi beaucoup de campagnes d'information, de sensibilisation pour le grand public et pour les professionnels. Alors, de mémoire, on était à 400 mg LP, ce qui n'était pas beaucoup, donc voilà. Alors effectivement, là on était vraiment sur une intoxication à lithymie basse finalement, et on arrivait très tard dans la situation, c'est-à-dire que ça faisait des semaines que c'était en place, donc c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et en regardant le consensus dans la littérature, c'est vrai qu'on a plutôt des données sur les intoxications à haute dose, et c'est vrai que là on est un petit peu en peine de données, mais ça serait intéressant de savoir si ça aide effectivement à restaurer les choses. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Alors ça je ne sais pas, alors, volontairement j'en ai pas parlé, mais ce qui est assez curieux, c'est que alors il y a la question du GSK3 quand même dans cette histoire, c'est-à-dire que toute la question des heat shock protéines, c'est une down-régulation GSK3, et c'est aussi cette question du lithium qui est effectivement anti-apoptotique, mais est-ce que ça apporte pas une vulnérabilité un petit peu différente aussi? Mais tout ça, c'est vraiment très peu de cas, je crois que personne n'a regardé de ce côté-là.
de façon assez curieuse, dans le rein, ce qui amène au diabète insipide, c'est aussi une dent de régulation GSK3 sur les aquaporines. Donc c'est très curieux de voir ça comme mécanisme. Voilà. Alors, j'ai pas de données pour savoir si la lithémie intra-érythrocytaire était bonne. Tout ce que je peux dire, c'est que la corrélation entre le lithium intracérébral et le lithium sanguin n'est pas là. D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est très bien décrit dans les très vieux cas, très vieux, 49, dans les vieux cas d'intoxication, c'est ce délai finalement dans le fait qu'on arrête le lithium et les symptômes continuent de s'aggraver pendant 1 à 3 jours. Et c'est ce qu'on retrouve, le lithium continue de s'accumuler pendant un temps, alors que pourtant on l'a arrêté. Donc est-ce que la corrélation est bonne entre lithium sanguin et intracérébral? Non. Intra-érythrocytaire et intracérébral, pas nécessairement non plus. Et j'ai pas de données pour le CLS. Oui. La réponse concrète, ça a été, alors c'est une dame qui est en EHPAD, donc la réponse concrète, ça a été de nous contacter. Et nous, ce qu'on a fait, donc des semaines après, on a un délai d'intervention qui est important, ça a été d'arrêter le lithium, purement et simplement. Oui, alors effectivement, c'est une dame qui donc a un trouble bipolaire de type 2. Là, en ce moment, on est sur une titration de lamotrigine, qui est un peu délicate. Voilà. Alors justement, alors, sexualité normale ou des inhibitions et ensuite ou une déviation sexuelle. Bah écoutez, il y a une question de justement, enfin, la question, ce qu'on disait en introduction, à quel moment ça devient un problème médical? Et je pense qu'effectivement, il y a une intimité, des valeurs de vie qui sont propres à chacun. Chacun a ses critères quand même et son seuil de normalité. Donc ça renvoie à la subjectivité d'autrui et à qu'est-ce qui se passe dans une relation. C'est le degré de souffrance. Je pense que le degré de souffrance nous permet de régler le degré de normalité dans tous les comportements d'ailleurs humains, hein, pas que ceux sexuels. Mais voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a le degré de souffrance de la personne qui permet de limiter, de délimiter, de se donner une limite sur la sexualité, la normalité. Oui, alors, il y avait madame qui avait une question aussi. Et une deuxième question. Alors, je pense qu'on peut parler un peu un genre de refus mutuel, c'est-à-dire que la personne était partante pour le suivi, il y avait une VAD commune entre notre équipe mobile et le CMP pour lancer les choses, et ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que les CMP ont parfois du mal à accepter les patients qui doivent venir en ambulance, les CMP ne peuvent pas toujours se déplacer en EHPAD, et on n'était pas sur quelqu'un qui avait une volonté extrêmement manifeste non plus de s'y rendre. Voilà. La maquette. Alors, cette échelle-là, je ne la connais pas. Moi, la seule échelle que je connaisse qui n'est pas validée en France, c'est la MACAT, qui est une échelle qui est développée par Paul Applebaum sur la capacité à consentir à un traitement. Vous avez aussi l'ACE, qui est une autre échelle, mais ces deux échelles-là sont des échelles anglophones qui n'ont pas de validation française. À ma connaissance, aucune échelle ne se base sur un seuil de MMS, sur la capacité en consentir, qui est validé en français.
Mais comment j'appelle? Voilà. Et en tout cas, ouais, voilà, moi je pense que en fait, effectivement, si on part sur la capacité à consentir, j'aimerais espérer qu'il n'y ait pas d'échelle qui existe pour qu'on puisse laisser quand même la place à l'évaluation approfondie, précise, qui tient compte de la subjectivité des personnes. Voilà, et je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, la CE est une échelle très intéressante, mais qui est très longue, avec beaucoup de questions, et finalement qui donne pas de seuil, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir un chiffre, hein, et qui donne effectivement des éléments qualitatifs sur la capacité à consentir. Voilà, donc effectivement, alors je serais intéressée de connaître cette échelle parce que vraiment j'en ai pas connaissance sur est-ce que c'est en lien, parce que la majorité sexuelle c'est une chose, mais à 82 ans là, on est un petit peu on en est un petit peu dépassé. Ça n'a aucun sens. Voilà. Hein, c'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on peut plus savoir avec qui on veut faire l'amour. Donc effectivement, c'est même la mesure de protection juridique n'est pas en lien. Et alors il y avait Madame, ouais. Non, mais moi, je pense que c'est là où réfléchir à partir des 4 principes qu'on vous a montrés, ça aide à faire se pencher la question de l'autonomie, du consentement. Est-ce qu'on a l'impression que c'est bienfaisant ou au contraire très malfaisant? Et il n'y a pas de bonne solution, c'est au cas par cas. Je pense ce qui est important, je pense que c'est qu'il y ait vraiment une réflexion d'équipe, que ce soit tracé sans tout raconter dans le dossier, quand même pour dire qu'il y a une réflexion autour de ça. Et puis après, voilà. Je pense que là, vraiment, la question de la malfaisance, la non-malfaisance se pose à quel moment, et j'ai parlé du degré de souffrance, à quel moment on ressent chez quelqu'un, on observe chez quelqu'un, même quand bien même le discernement, le MMS, est ce que vous voulez, est altéré, à quel moment, et ça, la vie émotionnelle et la vie affective n'ont pas de cognition, hein, donc résistent en tout cas au déficit cognitif. Donc à quel moment on peut décrypter une souffrance dans le comportement, à quel moment on peut décrypter quelque chose qui va être en rupture avec un comportement antérieur. Et à ce moment-là, effectivement, la question médicale peut se poser. Une masturbation effrénée en public avec des lésions sexuelles, on peut imaginer que ça ne soit pas une source de plaisir. Donc on peut à ce moment-là se mettre à médiquer quelque chose. Je pense que vraiment, pour moi, la question de la souffrance et de la subjectivité relationnelle est en premier lieu sur l'aide à la décision, quoi, bien au-delà de la cognition. T'as une question sur la masturbation ?
Ah, merci. Voilà, ouais. Donc en off, je donnerai à qui veut la fin de l'histoire et pas maintenant. Voilà. Sur ce, alors une dernière question et on s'arrête. Non. La question se pose sur les intoxications aiguës à haute dose. Là, la question peut se poser de le reprendre. Là, quand il y a quand même des symptômes irréversibles, on est sur une vulnérabilité importante. À mon avis, alors, j'ai pas de données de gens qui auraient essayé mais je dirais que voilà, ne pas nuire, quoi. Parce que... Ouais, ça serait l'hypothèse que même cause, mêmes effets, en l'occurrence, avec encore plus de fragilité. Mais bon, ils peuvent régresser. Mais la vulnérabilité, non. Voilà. Mais j'ai pas de données pour appuyer ça. Voilà. Alors on s'arrête là, je vous remercie beaucoup. Je vous invite... Maintenant vous avez une pause et rendez-vous dans une demi-heure pour la suite des sessions.